L'enjeu central est limpide. Réinventer la sécurité nationale en transformant une faiblesse structurelle en ressource stratégique, une idée qui bouleverse autant qu'elle intrigue. Mais cette promesse n'existe qu'à travers un pari immense, intégrer d'anciens détenus dans l'appareil de défense d'un pays soumis depuis des années à une pression terroriste et économique constante, un pari que peu d'États avaient osé formuler publiquement. Et c'est justement là que naît la tension. Si le modèle tient, il pourrait inspirer d'autres nations du Sahel. S'il échoue, il deviendra l'exemple que brandiront ceux qui dénoncent toute tentative de rupture avec les schémas hérités de l'extérieur. Cela pose une question essentielle. Mais pourquoi un pays choisirait-il de briser une institution aussi centrale que la prison au moment même où le monde exige plus de contrôle ? Le premier indice que la réforme ne relevait pas d'un geste improvisé est apparu dès l'aube. Les registres pénitentiaires, restés inchangés depuis des années, ont été rouverts et traités en urgence, révélant 14 800 dossiers destinés à basculer vers une nouvelle logique d'État. Et le deuxième indice, tout aussi décisif, s'est manifesté quelques heures plus tard lorsque les casernes ont reçu non pas un ordre de surveillance, mais un ordre d'intégration, confirmant que la manœuvre d'Ibrahim Traoré s'inscrivait dans un plan élaboré en coulisses bien avant l'annonce officielle. À partir de là, le contexte se recompose presque mécaniquement. Les prisons du Burkina Faso héritaient d'un système administratif fragmenté et souvent saturé, pesaient lourd sur un budget national déjà sous tension. Leur fonctionnement ne répondait plus ni aux besoins d'un pays confronté à une menace armée diffuse, ni aux attentes d'une population oscillant entre méfiance et résignation. Dans plusieurs régions rurales, les attaques répétées avaient affaibli l'autorité de l'État, créé des zones grises et imposé une gestion réactive plutôt que stratégique. Dans la capitale, les milieux juridiques évoquaient régulièrement un cercle vicieux. Punir coûtait plus cher que prévenir, et prévenir exigeait des moyens humains que l'appareil pénitentiaire immobilisait sans créer de valeur. Ce paradoxe était au cœur de toutes les frustrations silencieuses. C'est dans ce vide structurel que s'est engouffrée la décision d'abolir les prisons et de réaffecter les détenus, non pas comme une haie échappatoire, mais comme une tentative d'inverser la logique punitive traditionnelle. Dans les écoles de formation, les instructeurs ont vu arriver des hommes décidés à effacer des années perdues, tandis que les administrations, surprises par l'ampleur du changement, tentaient de synchroniser registres, casernes et autorités locales. La mesure paraissait déroutante, mais elle répondait à un besoin ancien, reconstruire la souveraineté par la réhabilitation et non par l'enfermement. Et c'est précisément ce glissement, inattendu mais méthodique, qui rebat les cartes de toute lecture extérieure. Pour saisir la portée immédiate de la réforme, il faut suivre ceux qui ont observé sa mise en œuvre depuis l'intérieur, officiers de terrain, instructeurs et agents pénitentiaires chargés de transformer une rupture institutionnelle en routine opérationnelle. L'un d'eux, un capitaine affecté à la coordination des premiers ex-détenus, raconte qu'il n'avait jamais vu une telle intensité d'apprentissage. Ils arrivaient sans chaîne, mais avec une volonté brutale de prouver qu'ils n'étaient pas des fardeaux. Un autre témoignage, venu d'un instructeur du centre de formation, décrit des hommes capables de répéter les exercices jusqu'à l'épuisement, non par peur d'être punis, mais par besoin d'effacer des années perçues comme inutiles. Ces micro-scènes, captées dans les heures et les jours suivant l'abolition, dévoilent un mécanisme subtil. La discipline ne s'est pas imposée d'en haut, elle a surgi du bas, portée par ceux qui avaient le plus à regagner. Dans les casernes, on notait que les unités mixtes, formées d'anciens détenus et de soldats expérimentés, développaient une cohésion inattendue, fondée sur l'idée que la dignité retrouvée pouvait devenir une compétence stratégique. Parallèlement, les administrations locales, d'abord perplexes, ont rapidement compris que la réforme allégeait leurs charges et déplaçait le centre de gravité de la gestion publique. Moins de ressources englouties dans la détention, plus de forces disponibles pour la sécurisation du territoire. Ces signaux précoces ne suffisaient pas à prédire l'avenir, mais ils révélaient déjà un fil conducteur, transformer la honte en utilité, puis l'utilité en souveraineté. Ainsi, une nouvelle lecture apparaît. La réforme crée un mouvement qu'aucune inertie administrative ne peut freiner. Avant l'aube, les registres se refermaient encore sur le passé. Après l'aube, ils devinrent un plan de mobilisation nationale,
Avant le décret, les prisons symbolisaient l'immobilité. Après le décret, elles devinrent des portes ouvertes vers une autre logique d'État. Ce basculement, porté publiquement par Ibrahim Traoré, a déclenché une succession d'événements rapides, presque mécaniques, qui ont remodelé le pays jour après jour. D'abord, les administrations pénitentiaires ont reçu l'ordre de trier, classer, réaffecter. Les bureaux se sont remplis de machines à écrire, de dossiers poussiéreux et de listes interminables. Les 14 800 noms circulaient de main en main comme une colonne vertébrale qu'il fallait reconnecter à un corps national affaibli. Dans les couloirs, on parlait d'urgence, mais aussi d'occasion. Beaucoup comprenaient que l'appareil d'État, longtemps paralysé par des charges inertes, retrouvait soudain une marge de manœuvre. Puis les casernes ont pris le relais. Les camions militaires stationnés devant les grandes prisons de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Kaya n'étaient pas là pour verrouiller, mais pour accueillir. Les officiers distribuaient uniformes simples, rations de base et consignes brèves. La consigne tenait en une phrase : servez. Cette parole, répétée partout, a créé un mouvement de discipline inattendu. Les ex-détenus marchaient en silence, les yeux fixés sur un avenir qu'ils tentaient de mériter. Ensuite, les centres d'instruction ont changé de rythme. Les instructeurs, habitués à des recrues hésitantes, voyaient arriver des hommes affamés d'utilité. On raconte qu'ils couraient avant même l'ordre officiel, qu'ils répétaient les exercices comme s'ils rejouaient leur propre vie. Le slogan inscrit au-dessus du portail « La faute n'est qu'un détour vers la lumière » devenait un moteur collectif. On le murmurait avant chaque séance. Pendant ce temps, les structures civiles tentaient de s'adapter. Les mairies recevaient les premières questions des familles. Certaines craignaient un éclatement de violence. D'autres voyaient dans cette réintégration une revanche sociale attendue depuis longtemps. Les marchés bruissaient d'avis contradictoires. Les radios locales, elles, parlaient d'une renaissance collective. Le concept se diffusait. Les habitants observaient ces hommes en uniforme et y lisaient une dignité retrouvée. À mesure que les jours passaient, les CPU, les combats Prison Unit se structuraient. Elles n'étaient pas pensées comme une force parallèle, mais comme une composante à part entière. Leurs marches lourdes résonnaient sur les terrains d'entraînement. Dans certaines zones rurales, les premières patrouilles rétablissaient un minimum de sécurité. Les routes, autrefois désertes, commençaient à se remplir de nouveau. Les convois humanitaires circulaient avec moins de risques. Les écoles rouvraient, les agriculteurs reprenaient les terres abandonnées. Chaque geste civil confirmait que l'ordre renaissait. À la capitale, le contraste s'accentuait. Les débats alternaient entre admiration et inquiétude. Certains y voyaient une militarisation brutale. D'autres percevaient une tentative de sortir enfin d'un modèle hérité de structures coloniales figées. Mais un fait dominait, la réforme provoquait une redistribution des forces. Ce qui semblait être une déconstruction devenait une construction. Ce qui passait pour une provocation devenait une méthodologie. Ce que l'on attendait comme un chaos annonçait un ordre nouveau. Dans ce flot d'événements, une vérité s'imposait. La décision d'Ibrahim Traoré n'était pas un geste symbolique, mais une séquence stratégique, pensée pour inverser le rapport entre fragilité et puissance. La première mesure observable est simple. Avant le décret, les attaques terroristes se maintenaient à un niveau constant, puis dans le mois suivant la formation initiale des CPU, elles chutent d'environ moitié, un delta que les observateurs locaux décrivent comme inédit depuis 5 ans. Ce contraste brut révèle une dynamique opérationnelle nouvelle. En quelques semaines, l'État obtient un résultat que des années de dispositifs classiques n'avaient pas permis d'atteindre. Le deuxième indicateur concerne la réouverture des zones rurales. Selon les rapports administratifs, plusieurs marchés redevenus actifs auparavant restaient totalement désertés, un signe que la circulation civile retrouve une forme de confiance minimale. Une administratrice locale l'a résumé en une phrase. Quand les marchés rouvrent, la vie revient avant les discours. Enfin, un troisième point apparaît dans les registres logistiques. Le matériel militaire distribué pour 6 mois a été absorbé en 2 semaines, non par gaspillage, mais par structuration accélérée des nouvelles unités. Cette accélération inhabituelle s'explique par un entraînement intensif
où chaque recrue tentait de rattraper le temps perdu. Ces 3 chiffres ne racontent pas toute l'histoire, mais ils dessinent une trajectoire. Un pays longtemps bloqué dans un cycle défensif tente brusquement de se projeter vers une stratégie plus active. Et c'est justement dans cette transition que le rôle d'Ibrahim Traoré devient visible. Il ne s'agit pas d'un commandement abstrait. Il a placé lui-même la réforme sous le signe de la souveraineté, convaincu que la dignité pouvait devenir une force opérationnelle lorsqu'elle est réinjectée dans l'appareil d'État. Dans les centres d'instruction, les instructeurs décrivent un phénomène rarement observé, des hommes qui, au lieu de ralentir la formation, l'accélèrent. Ils arrivaient tôt, répétaient les gestes et assimilaient rapidement la discipline collective. On raconte même que certains demandaient des sessions supplémentaires, comme si chaque exercice représentait une occasion de réécrire leur identité sociale. Les formateurs, eux, s'adaptaient, ils fragmentaient les séquences, multipliaient les simulations, ajustaient les marches forcées pour canaliser une intensité qui dépassait les standards habituels. Du côté civil, les premiers rapports signalant la baisse des attaques n'ont pas été reçus avec euphorie, mais avec prudence. Les habitants, souvent habitués aux fluctuations de sécurité, attendaient une confirmation durable, mais les indices d'un changement structurel s'accumulaient. Les convois humanitaires traversaient des zones auparavant considérées comme hautement instables. Les écoles primaires constataient le retour progressif d'élèves absents depuis plusieurs mois. Des routes secondaires retrouvaient un trafic modeste mais régulier. Ce qui frappe dans ces évolutions, ce n'est pas la rapidité seule, mais leur cohérence interne. La réforme ne se contente pas de libérer des détenus, elle réaffecte une masse humaine en déficit de reconnaissance vers un objectif partagé. Et cette réorientation, appuyée par le discours d'Ibrahim Traoré, crée une forme de loyauté qui surprend les observateurs extérieurs. Une loyauté non imposée, mais revendiquée. Sur le plan diplomatique, les premiers échos internationaux montrent un malaise croissant. Les chancelleries européennes notent que la baisse des attaques défie leurs prédictions. À Washington, on évoque une réorganisation non conventionnelle, signe d'une inquiétude réelle. Mais sur le terrain, l'État burkinabé avance selon sa propre logique, soutenue par une équation simple: efficacité visible plus mobilisation sociale et consolidation de la réforme. À ce stade, une chose devient claire. Les chiffres ne sont pas seulement des indicateurs, mais des vecteurs de légitimité pour un modèle qui prétend transformer la vulnérabilité en atout stratégique. 2 thèses s'opposent frontalement depuis l'annonce de la réforme. La première, défendue par une partie des milieux diplomatiques occidentaux, affirme que l'abolition des prisons et l'intégration massive d'ex-détenus dans les CPU constituaient un risque systémique, une dérive militarisée, une fragilisation du contrôle civil et une menace potentielle pour la stabilité institutionnelle. Selon cette lecture, un État dont les structures pénales sont démantelées perd un pilier fondamental, celui de la dissuasion, et s'expose à une spirale d'imprévisibilité difficilement réversible. Les plateaux de télévision en France, les communiqués prudents à Washington et les rapports internes des chancelleries européennes répètent la même idée. Transformer d'anciens détenus en soldats serait une expérimentation dangereuse, motivée davantage par l'idéologie que par une stratégie de long terme. Face à cette critique se dresse une thèse inverse, formulée par ceux qui observent la réforme depuis le terrain burkinabé. Ils rappellent que les prisons existantes n'assuraient plus ni réhabilitation ni sécurité. Elles coûtaient cher, immobilisaient une main-d'œuvre déjà fragile et concentraient une colère sociale profondément enracinée dans l'héritage colonial. Dans cette optique, la transformation des détenus en acteurs de défense nationale n'est pas un pari irrationnel, mais une tentative de corriger une structure inefficace. Et les premiers résultats, baisse de moitié des attaques, routes rouvertes, marchés à nouveau fréquentés, renforcent l'idée que la discipline, lorsqu'elle est associée à une dignité rendue, peut être plus stabilisatrice que la punition statique. La réponse raisonnable se situe entre ces 2 pôles, mais penche vers les données du terrain. Jusqu'ici, aucune dérive généralisée n'a été observée dans les unités CPU, et leur intégration ne s'est pas faite en rupture, mais en continuité avec la chaîne de commandement existante. De plus, l'intensité observée dans les centres de formation, hommes s'entraînant comme pour effacer des années perdues, constitue un facteur que les analyses extérieures peinent à anticiper. Une discipline née du bas et non imposée d'en haut. Ainsi, si le débat reste ouvert, les faits actuels montrent une chose: la réforme fonctionne,
non parce qu'elle brise les règles, mais parce qu'elle répond à un vide que personne d'autre ne comblait. Une vérité éclate au milieu. Elle ne vient ni des casernes, ni des bureaux ministériels, mais d'un détail que beaucoup avaient négligé. La réforme n'a pas seulement libéré des hommes, elle a libéré une capacité d'action que l'État n'avait jamais pu mobiliser. Et c'est précisément à ce moment-là qu'apparaît le tournant décisif, celui qui restructure la logique de toute l'opération portée par Ibrahim Traoré. Dans les premières semaines, les CPU n'étaient perçus que comme une force nouvelle. Mais un rapport interne diffusé discrètement parmi les officiers révèle une donnée inattendue. Les zones rurales anciennement classées instables chroniques retrouvent une discipline plus rapide que sous les dispositifs antérieurs. Les habitants parlent d'unités qui connaissent la misère comme le terrain. Une phrase simple mais lourde de sens. Ce n'est plus seulement une armée élargie, c'est une armée qui partage les cicatrices de ceux qu'elle protège. À Ouagadougou, ce basculement crée un écho particulier. Les écoles de guerre constatent une hausse d'engagement volontaire. Les autorités civiles notent que les plaintes liées aux crimes mineurs chutent, non par peur, mais parce que la réforme a brisé la frontière psychologique entre État et citoyen. Le midpoint n'est donc pas un point d'équilibre. C'est l'instant où la réforme cesse d'être un pari pour devenir un modèle vécu. Les conséquences de la réforme apparaissent désormais avec une netteté que même ses partisans n'avaient pas anticipée. Elle se déploie dans 4 cercles distincts: Nation, Doé Songdansu, Nukmwai, Huvuk, chacun révélant une facette de l'impact produit par la décision portée par Ibrahim Traoré. 1. Au niveau national. Dans l'administration centrale, la disparition des structures pénitentiaires classiques libère un budget jusque-là absorbé par l'entretien de bâtiments saturés et inefficaces. Les CPU, désormais intégrés au dispositif national, redéfinissent la relation entre l'État et ses ressources humaines. 14 800 hommes, autrefois considérés comme des charges, deviennent des composantes actives de la défense. Les premiers bilans internes montrent que plusieurs zones rurales stabilisées, certaines autrefois classées instables depuis plus de 3 ans, reviennent progressivement sous contrôle administratif. Cette transformation accélère l'idée que la souveraineté peut naître d'un déplacement du centre de gravité. Moins d'enfermement, plus de services. 2. Dans la vie civile. Dans les marchés, les habitants décrivent un changement tangible. La peur quotidienne, qui étouffait l'activité économique, recule. Les vendeuses affirment que les clients reviennent quand les routes respirent, une expression qui résume un basculement pratique plutôt que théorique. Les écoles rouvrent dans plusieurs villages abandonnés, confirmant l'effet domino produit par la diminution des attaques, divisé par 2 selon les données du mois suivant la formation initiale. Les familles commencent à percevoir la réforme non comme une menace, mais comme une réparation sociale. Dans la perception extérieure, les plateaux télévisés occidentaux s'enflamment. On parle de expérimentation dangereuse, de militarisation improvisée, de effondrement des normes pénales. Mais derrière cette agitation médiatique, les rapports diplomatiques racontent autre chose, une inquiétude structurelle. Car si les CPU stabilisent durablement le Burkina Faso, le modèle d'Ibrahim Traoré deviendra un précédent redouté, prouvant qu'un État africain peut réinventer ses institutions sans approbation extérieure. Plusieurs chancelleries notent avec surprise que la population soutient majoritairement la réforme, une donnée qui contredit leur projection initiale. 4. Sur le plan régional, au Mali, des officiers consultent déjà les documents de formation CPU. Au Niger, des discussions émergent autour d'une réforme pénitentiaire à la burkinabé, signe que l'idée se diffuse au-delà des frontières. Dans plusieurs capitales de la CEDEAO, les gouvernements hésitent entre condamnation politique et fascination pragmatique, conscients que le modèle pourrait inspirer leur propre population. Ainsi, le Sahel voit naître un phénomène rare, un concept de justice utile qui s'étend non par contrainte diplomatique, mais par désir social. À travers ces 4 niveaux, une conclusion s'impose. La réforme n'a pas seulement modifié le fonctionnement interne du Burkina Faso, elle a redessiné l'équilibre relationnel entre l'État, le peuple et le regard du monde. Et cette bascule, d'abord fragile, devient chaque jour plus structurelle, signe que le choix d'Ibrahim Traoré
ne se mesure plus en audace, mais en effets concrets. Les prochains mois décideront si la réforme reste une parenthèse spectaculaire ou devient un tournant durable pour l'État burkinabé. 3 trajectoires se dessinent déjà, chacune révélant un rapport différent entre discipline, perception publique et pression extérieure. 1. Dans une première trajectoire, stabilisation progressive. Dans cette version, les CPU poursuivent leur montée en puissance sans rupture majeure. Les attaques restent contenues à un niveau réduit, proche de la baisse de moitié constatée au premier mois, et les corridors humanitaires continuent d'être sécurisés. Les administrations locales renforcent leur coordination avec les unités mixtes, ce qui permet de consolider les zones rurales stabilisées. À l'international, les critiques demeurent, mais les chancelleries constatent que le modèle ne produit pas l'instabilité annoncée. Ce scénario mènerait à une normalisation prudente, où la réforme devient un outil parmi d'autres dans la stratégie nationale. 2. Dans une trajectoire plus favorable, consolidation accélérée. Ici, l'effet domino s'amplifie. Les CPU gagnent en efficacité, les populations rurales s'approprient davantage la dynamique sécuritaire et les écoles de guerre voient une augmentation continue de volontaires issus des couches sociales défavorisées. Les marchés, déjà rouverts, regagnent leur vitalité économique. Les administrations recentrent leur budget vers infrastructures, agriculture ou mobilité. Sur le plan diplomatique, certains États africains évoquent une coopération régionale fondée sur ce modèle de justice utile. Dans ce scénario, la réforme devient un prototype institutionnel étudié dans les universités africaines. Dans une éventualité plus fragile, pression combinée et fragilités internes. Ici, la dynamique positive rencontre ses limites. Des tensions apparaissent dans certaines unités où des campagnes médiatiques internationales accentuent la pression sur Ouagadougou. Une crise alimentaire ou économique pourrait détourner les ressources nécessaires à la stabilisation. Les attaques terroristes, profitant d'un moment de faiblesse, pourraient remonter en fréquence. La population, jusque-là confiante, redeviendrait plus prudente face aux incertitudes. Dans ce scénario, la réforme reste lisible, mais elle perdrait son élan transformateur. Au-delà des 3 trajectoires, une recommandation se dégage. Pensez la réforme non comme une rupture isolée, mais comme un système mouvant où la discipline, la dignité retrouvée et la gestion civile doivent évoluer ensemble. Ce n'est qu'en lisant ces variables comme un tout, et non comme des silos, que l'on peut anticiper ses effets réels dans l'année à venir. Pour comprendre ce que cette réforme signifie, pour ceux qui la regardent depuis l'extérieur, il faut descendre dans 3 cercles d'expérience. 3 zones où l'impact humain devient aussi visible que l'impact institutionnel. Dans un premier cercle, ceux qui vivent en la réforme sans y participer directement, ce sont les commerçants, les instituteurs, les familles dont la vie quotidienne dépend de la sécurité des routes et de la stabilité des villages. Pour eux, la réforme n'est pas un débat idéologique, mais un changement concret. Un marché qui rouvre, une école qui recommence à sonner, une route qui cesse d'être une frontière invisible. Ils ne parlent pas de doctrine, ils parlent d'air qui circule à nouveau. Dans un deuxième cercle, ceux qui observent depuis la diaspora ou les métropoles étrangères, dans les communautés burkinabées de Paris, Abidjan ou Dakar, la décision suscite des discussions mêlant fierté et prudence. Les uns y voient une réappropriation courageuse de la souveraineté. Les autres craignent une trop grande dépendance à une mobilisation militaire. Mais tous reconnaissent un point essentiel. C'est la première fois depuis longtemps qu'un changement né à Ouagadougou génère un tel écho émotionnel au-delà des frontières. La réforme devient un miroir où chacun projette sa propre quête de dignité. Dans un troisième cercle, ceux qui se sentent interpellés symboliquement, ici se trouvent ceux qui n'ont aucun lien direct avec le Burkina Faso, mais qui lisent la réforme comme une question adressée au monde. Que vaut une justice qui enferme sans transformer ? Pour eux, le geste burkinabé devient une invitation à repenser des modèles que l'on croyait immuables. Ils ne voient pas un pays isolé, mais un laboratoire d'idées qui dérange parce qu'il propose une autre façon de réparer, de protéger, de reconstruire. À travers ces 3 cercles apparaît une évidence. La réforme ne parle pas seulement d'un pays, elle parle de la manière dont chacun conçoit la dignité comme moteur de changement.
Pour que la réforme dépasse le stade de l'élan initial et devienne un dispositif durable, un itinéraire précis doit se mettre en place. Un itinéraire où chaque acteur, État, unité CPU, administration civile, communauté locale, joue un rôle défini et mesurable. C'est dans cette phase que la vision d'Ibrahim Traoré doit se traduire en architecture institutionnelle. Étape 1, stabiliser la chaîne de commandement, état-major. Objectif, garantir que les CPU restent intégrés et non parallèles. Action, consolider les protocoles de coordination entre officiers expérimentés et nouvelles recrues issues de l'ex-pénitentiaire. Quand, immédiatement, durant les 3 prochains mois, mesure, réduction des incidents disciplinaires et cohérence des rapports de terrain. Étape 2, sécuriser durablement les corridors civils, CPU plus mairie. Objectif, maintenir la baisse des attaques constatées au premier mois. Action, patrouille mixte, cartographie des zones grises, communication directe avec autorités locales. Quand, mois 3, mois 9. Mesure, continuité des marchés ouverts, retour stable des élèves dans les écoles. Étape 3. Réorienter les budgets libérés, ministère sectoriel. Objectif, transformer la réduction des dépenses carcérales en valeur productive. Action, réaffecter les fonds vers agriculture, routes, formation technique. Quand, mois 4, mois 12. Mesure, hausse des surfaces agricoles exploitées, amélioration des routes secondaires. Étape 4, renforcer l'adhésion sociale, communauté locale. Objectif, éviter la rupture entre réforme et population. Action, réunion publique, médiation civile, intégration de symboles communautaires dans les unités CPU. Quand, continue, mois 12. Mesure, stabilité des plaintes civiles, hausse des engagements volontaires. Étape 5, documenter le modèle, État plus école de guerre. Objectif, transformer l'expérience burkinabé en doctrine claire. Action, compiler données, témoignages, rapports opérationnels. Quand, mois 6, mois 12. Mesure, existence d'un corpus doctrinal exportable. Ainsi se dessine une trajectoire. Transformer une décision audacieuse en système stable, là où chaque pas renforce la logique voulue par Ibrahim Traoré. Au moment d'approcher la fin de ce récit, une image revient, celle du centre de formation où un instructeur, témoin direct des premiers jours, affirmait que jamais il n'avait vu des hommes s'entraîner avec une telle urgence intérieure. Cette scène, évoquée plus tôt, devient ici le fil de rappel. Ce n'était pas seulement une unité d'instruction, mais un lieu où l'identité se recomposait sous le regard de ceux qui n'attendaient plus rien du monde. Et c'est précisément ce mouvement, né du bas et soutenu par la décision d'Ibrahim Traoré, qui donne à la réforme sa densité émotionnelle. 3 chiffres, 2 décisions, un séisme, un décret abolit les prisons et 14 800 hommes retrouvent la lumière. En quelques heures, ce que l'Occident décrit comme un vertige sécuritaire devient, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une stratégie de souveraineté pensée pour retourner le rapport de force. Alors une question s'impose. Comment un geste aussi abrupt peut-il redessiner l'idée même de justice pour le Burkina Faso et bien au-delà du Sahel ? Et si ce décret, apparemment insensé, annonçait en réalité la naissance d'un modèle africain entièrement nouveau ? La décision qui a fait vaciller la région ne repose pas seulement sur un geste spectaculaire. Elle porte la promesse risquée mais calculée d'un basculement durable pour l'État et pour ceux qui observent le Burkina Faso comme un laboratoire politique.